France, on peut dire sur toute l'Union européenne, et on en trouve dans l'autre côté de l'Atlantique, plus particulièrement aux États-Unis, à savoir l'injection de résine expansive, qu'on avait l'habitude de voir dans le bâtiment sur tout ce qui est isolation. Donc, je pense que pour ceux qui connaissent un peu la résine, on le voit souvent dans l'isolation des bâtiments, surtout en France où on a cette problématique de garder la chaleur, surtout en hiver quand on chauffe, dans les bâtiments. Donc, mais aujourd'hui, c'est une application qui a été un peu, on peut dire, dérivée et qui a toute sa place dans le domaine de la géotechnique. Après, est-ce que c'est une nouvelle solution? Je dirais pas non, parce que c'est une solution, mine de rien, qui est éprouvée depuis plus de 30 ans, qui a été, d'une part, créée par des Hollandais il y a, on peut dire, 30 ans de cela, pour résoudre des problématiques de pilotage de dallage. Je m'explique, c'est-à-dire, il est arrivé que sur des dallages, on avait des affaissements très localisés. Et pour remettre les dallages à leur niveau initial, il y avait un ingénieur qui avait l'idée d'injecter de la résine, c'est de la mousse expansive pour remettre ces dallages-là à leur niveau. À un certain moment, le brevet a été racheté par une institutrice italienne et on peut dire les Italiens ont énormément travaillé sur ce procédé et aujourd'hui, ils sont, on peut dire, plus au point sur le sujet. Et ça se voit parce que les deux grandes boîtes, ou bien l'une des plus grandes boîtes qu'on connaît à travers le monde, qui vend ce procédé est purement italien, mais avec pas mal de filiales, que ce soit en France, que ce soit dans toute l'Union européenne et aussi plus loin aux États-Unis. La deuxième qu'il a un peu challengée il y a un peu plus de 20 ans est aussi italienne. Je me permettrai pas de donner leur nom, mais bon, vous pouvez regarder sur Internet, vous aurez une idée plus claire de ces entreprises. Donc, les deux majors, on peut dire, qui ont vraiment propulsé ce procédé dans le domaine de la géotechnique, en dehors de l'utilisation initiale qui a été définie, c'est des Italiens. Et il y a aujourd'hui, on peut dire, 5 ans de cela, on commence à avoir des entreprises françaises qui ont aussi, qui sont intéressées au procédé et qui commencent aussi à le commercialiser. Et à le commercialiser ici en France. Et tout en sachant qu'en France, on a aussi quelques problématiques majeures. Ça, on en parlera plus en détail. Surtout sur le fait qu'il y a pas mal de maisons aujourd'hui en France. On peut dire une maison sur 3 est impactée par ce qu'on appelle les phénomènes de retrait-gonflement des argiles, avec des conséquences très lourdes du point de vue financier, parce qu'on a un régime assurantiel qui fait que toutes les maisons sont assurées par une assurance d'habitation. Et si toutefois la maison se situe dans une zone qui est reconnue catastrophe naturelle sécheresse, l'assurance a l'obligation d'une part, poser le diagnostic, c'est-à-dire de donner les fonds nécessaires pour poser le diagnostic. Ça peut être un diagnostic géotechnique structurel. Et derrière, s'il y a besoin de consolider ou de faire des travaux de réparation de cette dite maison, c'est l'assurance qui paye. Et donc, ça fait aujourd'hui, vu que de plus en plus, on a des arrêtés de catastrophes naturelles qui couvrent une bonne partie du pays et pas mal de maisons impactées, l'enveloppe d'indemnisation se chiffre à des milliards d'euros. Donc, il y a vraiment un tissu industriel, pas industriel, mais commercial, du fait qu'il y a pas mal d'entreprises qui ont eu à s'intéresser sur ce business model, qui ont développé du business là-dessus. Et moi, je suis tombé là-dedans, on peut dire de manière très, très hasardeuse, mais bon, j'en suis ravi. Comme Bamel l'a dit tout à l'heure, j'ai plus commencé ma carrière sur tout ce qui est fondation spéciale. Fondation spéciale, quand on parle de fondation spéciale, c'est tout ce qui est ouvrage de soutènement, quand on a des niveaux de sous-sol à créer, quand on a des ouvrages à intérêt et derrière, il faut créer des ouvrages de soutènement, ou bien quand on a des fondations profondes, parce que le terrain ne nous permet pas
de fonder l'ouvrage qu'on est censé construire sur des semelles superficielles, que ce soit semelles isolées ou radiées ou semelles filantes. Donc, c'est là où j'ai commencé à travailler. Et il y a, on peut dire, 5 ans de cela, parce que j'ai découvert le post-sinistre il y a 5 ans, 2020, en pleine crise. Et depuis lors, je travaille là-dessus. Ce qui fait que voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, par pur hasard, je suis tombé sur ce procédé qui est très protégé, parce qu'il faut savoir que c'est un procédé qui a été breveté. Après, heureusement, le brevet peut protéger ou donner une exclusivité à l'entreprise pendant une dizaine d'années, mais au-delà, ça verse dans le domaine public et ça peut être utilisé. Donc, mais n'empêche, l'évolution de la solution en tant que telle est aujourd'hui de plus en plus protégée parce que c'est le gagne-pain pour certaines entreprises et l'enjeu financier est énorme. Donc, juste pour résumer, comme je l'ai dit, encore une fois, c'est les Italiens qui aujourd'hui portent ce procédé avec pas mal d'innovations parce qu'il y a eu des ramifications. On a commencé par l'affaissement de dallage pour régler ces problématiques. À un certain moment, ça a été étendu sur l'amélioration des sols d'assises. Voilà, à un certain moment, ça a été étendu pour tout ce qui est solution pour diminuer c'est-à-dire la sensibilité des argiles par rapport au retrait et gonflement. Et aujourd'hui, c'est en train d'être évolué dans d'autres choses, tout ce qui est ancrage d'ouvrages de soutènement existants où on a eu à déceler des problématiques de stabilité. Donc, c'est un procédé qui a vraiment tendance à évoluer énormément et on verra plus loin qu'on peut l'utiliser même dans ce qu'on appelle de la régénération de maçonnerie autant pour moi, en concurrence de ce qu'on a l'habitude de connaître, ce qu'on appelle le coulinage sur les murs maçonnés ou qui ont un peu duré et qui perdent le lien qui regroupe les différents blocs, que ça peut être en parpaing, ça peut être en pierre. Donc, l'idée, c'est de venir injecter cette résine pour donner aussi de la cohésion aux murs existants. Donc, comme je l'ai dit, encore une fois, c'est une évolution, il y a eu vraiment une évolution sur la solution. Pourquoi j'ai voulu qu'on en parle? Parce que je sais que de plus en plus en Afrique, on a aussi ces problématiques. Donc, ça arrive qu'on souhaite réhabiliter, voilà, un ancien bâtiment pour d'autres utilisations ou pour au moins faire une surélévation et que peut-être les fondations ont été déjà définies, dimensionnées par rapport à sa situation actuelle. Vu l'évolution de l'ouvrage, il faut peut-être soit faire des travaux de reprise en sous-œuvre qui vont être très lourds autant pour moi, ou bien cette solution peut être aussi une substitution très efficace. Mais bon, qui a ses limites. Ça, on en parlera plus en détail. Donc, moi, je vous propose plutôt ce plan. Je pense que ça permet au moins de dérouler de manière verticale pas mal de thématiques qui concernent le procédé. D'abord, une petite généralité sur l'injection de résine. Quels sont ces domaines d'application? Quels sont les critères de faisabilité? Après, de manière plus factuelle, donner quelques retours d'expérience sur des projets que j'ai eu l'opportunité d'étudier, de suivre, voilà, durant mes expériences précédentes. Donc, il arrive jusqu'à présent que j'en prescris ou bien que j'en étudie la solution en tant que telle. Donc, c'est quoi la résine? La résine, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de la mousse. Et je pense que vous en voyez généralement quand on fait de l'isolation. C'est quelque chose qu'on pompe, qui est à l'état liquide. À un certain moment, ça va prendre du volume du fait que c'est un produit qui est purement expansif. Il y a une comment ça s'appelle? Il y a à un certain moment, on a vu que on pouvait l'utiliser dans le cadre du dallage. Après l'évolution, c'est ce que je disais. Après, quelle est la caractéristique de cette résine? C'est une résine bicomposante.
qui est purement d'origine pétrolière. Je pense que normalement, on peut dire les produits de base, on ne devrait pas en manquer en Afrique parce qu'on a du pétrole. Donc, c'est composé de deux composants. Le premier composant s'appelle le polyol. Généralement, c'est stocké dans des fûts comme ça. Ou bien de l'isocyanate. Il y a une petite erreur sur la photo à gauche. Donc, les barils verts sont composés du polyol et les barils rouges sont plutôt l'isocyanate. Quelle est la différence entre ces deux composants? Le composant A, qu'on appelle le polyol, c'est un liquide qui est translucide, qui est plus là pour, on peut dire, parce que l'isocyanate est plus cher, et en réalité, c'est le composant qui est réactif, c'est le composant qui peut aujourd'hui créer de la résine. Mais bon, on a tendance, pour au moins diminuer le coût du produit, à le mélanger avec un produit beaucoup plus, on peut dire beaucoup plus facile d'accès du point de vue production, mais aussi du point de vue coût, qui s'appelle le polyol. Et ces deux produits vont être mélangés et chauffés à une température à moins de 30 degrés. Après ça, il faut être très subtil parce qu'il arrive, par exemple en France, surtout en hiver, qu'il faut peut-être pour déclencher la réaction de polymérisation. La réaction de polymérisation, c'est parce que les deux produits, quand ils seront mélangés, ils seront sous forme liquide. Il leur faut du temps pour que ça commence à mousser, c'est-à-dire que ça commence à prendre du volume, à s'expanser. Ça, c'est le début de la réaction de polymérisation. Il y a une équation chimique que je ne m'aventurerai pas à présenter. Qu'est-ce qui déclenche cela? Mais il faut savoir que c'est une réaction exothermique qui se fait avec un dégagement de chaleur. Et au préalable, pour au moins se donner une certaine viscosité au produit final, il faut le chauffer. Il faut le chauffer en moyenne, on est sur 30 degrés. En hiver, ça peut monter beaucoup plus parce que mine de rien, les deux produits ont une certaine viscosité et ça permet aussi de le transporter d'un point A vers un point B par le biais de pas mal de il y a un gros linéaire de tubulure, ça on verra une petite vidéo de comment ça va se passer. Et pour garder cette fluidité avant que ça atteigne le sol, donc il faut qu'on le chauffe à une certaine température. Ça peut monter jusqu'à 30, voire plus en hiver quand il fait plus froid. En Afrique, c'est sûr qu'on n'aura pas besoin de monter à 30 degrés parce que voilà, on a déjà la température de l'air ambiante qui peut au moins se faire une bonne partie du travail. Donc, quand c'est mélangé, on va l'injecter par le biais d'un pistolet mélangeur qui généralement permet au moins d'envoyer le produit à une pression moyenne de 95 bars. J'ai jugé aussi nécessaire de parler un peu, oui, il y a la réaction de polymérisation qui va se faire, mais ça se fait au bout de combien de temps? Il faut savoir qu'aujourd'hui, en fonction de l'application du procédé, parce qu'on peut l'utiliser dans le cadre du relevage d'emballage qui est CFC, on peut l'utiliser aussi dans le cadre de consolidation, de sol d'assises, de fondation. Donc, en fonction de l'application, on utilise deux résines. Généralement, il y en a d'autres entreprises qui sont un peu plus élaborées et qui ont mené pas mal de recherches et développement et qui ont développé énormément de palettes de résine, voilà, en fonction aussi d'autres applications qui arrivent et qu'on leur demande. Mais généralement, ce qu'on peut dire dans le cadre du dallage, la résine qu'on utilise, la réaction de polymérisation va se faire au bout de 25 secondes, autant pour moi. Après, la résine va se durcir totalement au bout de 75 secondes. Contrairement dans le cadre de tout ce qui est consolidation de fondation, de sol d'assises de fondation, où on a un début de moussage de 40 secondes et un durcissement final de la résine au bout de 50 secondes. Ça a une importance capitale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que où ça peut dépasser la minute, au niveau des fondations, on est en deçà de la minute. Ça a une importance parce que ça permet à la résine de ne pas aller très loin. Parce que vu que c'est un produit
qui au début est en l'état liquide. Donc, quand ça commence à se polymériser et à se durcir très vite, donc ça veut dire qu'il n'aura pas le temps de fuir en dehors de la zone où on cherche à améliorer la portance. Donc ça a une compétence, ça a une vitale dans l'efficacité du procédé de manière générale. Et il arrive aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur des ouvrages plus sensibles où peut-être on ne veut pas que la résine se balade, et ça arrive parce qu'on l'applique énormément. Moi, j'ai eu l'opportunité de travailler sur des ouvrages de la SNCF, donc on est sur des voies ferrées, où on peut dire tout ce qui est devers, je veux dire, le soulèvement est très limité. Les déplacements verticaux, parce que ça peut entraîner des conséquences très néfastes sur le réseau et sur, on peut dire, même la traficabilité du réseau des voies ferrées. Ça, je pense que ceux qui travaillent dans le domaine le savent très bien. Donc ça implique d'utiliser aussi des résines assez spécifiques, mais qui se font, oui, qui se fait, et ça avec mais c'était quelque chose, on peut dire, qui était purement observationnel. Je m'explique comme ça pour reprendre les termes de l'Eurocode, parce que dans l'Eurocode, on nous apprend qu'il y a ce qu'on appelle le dimensionnement déterministe, où on a un paramètre, peut-être la pression limite, on calcule une portance, on va le comparer à une contrainte de référence qui est liée à une descente de charge, ce qu'on appelle le dimensionnement déterministe. Après, il y a dans le domaine des fondations profondes, c'est par exemple le dimensionnement par modèle de terrain, c'est ça, je ne me trompe pas, où il y a une autre méthode de dimensionnement qui existe, qui est généralement utilisée sur des ouvrages très sensibles, ce qu'on appelle le dimensionnement par la méthode observationnelle. Je m'explique, on a quelque chose à résoudre, une problématique, on va venir se mettre dans des conditions réelles avec un plot d'essai, une planche d'essai. On réalise les travaux, on mesure les résultats et on se dit, voilà, donc, est-ce qu'on a obtenu le résultat escompté ou pas? On n'a pas obtenu le résultat escompté. Dans ce cas, on a l'obligation de revoir le procédé ou bien de revoir la quantité de matière, ça peut être du béton, ça peut être de la résine. Donc, à l'époque, c'était exactement ça. Et jusqu'à présent, moi, je préfère cette méthode. Et dans les boîtes, parce que j'ai eu à faire deux écoles, l'école purement italienne, par le biais de l'entreprise développer le procédé, après à travailler dans une boîte purement française. Dans les deux boîtes où j'ai eu à travailler sur le procédé, j'ai un peu expérimenté les deux. Après, aujourd'hui, de par un recul et un retour d'expérience, moi, je préfère sincèrement la méthode observationnelle, c'est-à-dire avant de commencer, de faire un plot d'essai, de calibrer déjà quelle est la quantité de résine nécessaire pour obtenir le résultat visé et de réajuster en conséquence. Mais malgré tout, on s'est rendu compte que la théorie dans sa globalité a une base scientifique fondamentale qui puise tous ces fondements dans ce qu'on appelle la théorie de l'expansion des cavités. Et on s'en rend compte que c'était des sujets qui ont été abordés depuis un bon moment, par exemple Bishop, qu'on connaît très bien. Dans tout ce qui est stabilité de talus, parce qu'il a développé la méthode des tranches avec la rupture circulaire pour aller justifier qu'un talus est stable ou pas. Donc ça, c'est des choses qui a été abordées par Bishop et tant d'autres chercheurs, surtout pour ce qui concerne les sols purement cohésifs en 1945. Après, la théorie dans sa généralité qui aborde aussi bien les sols flottants et les sols cohésifs,
est aujourd'hui basé par, est aujourd'hui développé, et la base fondamentale qui est la plus développée, la plus élaborée, a été proposée en 91 par Ousby. Je vous donnerai une référence dans mon livre que j'apprécie bien, qui a été rédigé par deux professeurs de l'école polytechnique de Turin. Encore une fois, c'est les Italiens. Ils ont énormément travaillé sur cette solution. Et aujourd'hui, ouais, on peut dire, voilà, ils sont très en avance sur le procédé, et quand on regarde ce qu'on arrive à faire avec le procédé, c'est énorme. Mais, voilà, il y a eu un investissement en termes de recherche et de développement qu'ils ont eu à faire, et ce qui porte aujourd'hui le procédé sur des solutions, voilà, sur des thématiques, sur des problématiques assez poussées. Donc, pour revenir sur ça, oui, je disais que Ousby, sa théorie, qui est basée sur la théorie de l'expansion des cavités, est très bien développée dans ce bouquin, que je donnerai la référence à la fin, qui a été rédigé par les professeurs de l'école polytechnique de Turin en Italie, qui est très important. Après, c'est des formules assez lourdes à avaler. Bon, j'ai eu à le travailler un peu pour comprendre certains phénomènes. Mais bon, après, on s'est rendu compte que c'est pas mal d'équations différentielles, et en certains moments, il y a eu pas mal de concessions de calcul aussi, en termes de tout ce qui est ce qu'on appelle les conditions aux limites, pour au moins pouvoir arriver à une solution analytique. Donc, mais bon, c'est déjà bien, ça donne déjà une idée sur le fondement scientifique de ce procédé. Qu'est-ce qui se passe quand on injecte la résine dans le sol? Ça, c'est très bien, parce que la résine, on va le voir par le biais d'une vidéo plus claire. Pourquoi le procédé est très bien publicité en France? Parce que le procédé aujourd'hui est appliqué, on peut dire, de manière portative, parce que tout ce qu'on utilise pour le mettre en œuvre se fait manuellement. Donc, tout ce qui est percement pour équiper les forages avec des canules qui vont faire 12 mm de diamètre, ça se fait avec des perforateurs Hilti, ce qu'on peut trouver voilà, c'est en magasin, ou bien c'est Hilti facilement. On a juste besoin de bonhommes, des gens qui sauront aller percer cela. Et ça peut descendre profond. Donc, ça limite généralement tout ce qui est contrainte d'accessibilité qu'on peut avoir dans le domaine des fondations spéciales, parce que pour faire des pieux, pour faire des micro-pieux, il nous faut des foreuses, donc qui ont certains gabarits, et qui pèsent lourd, donc qui peuvent ne pas aller partout, contrairement au procédé. Le procédé, il faut juste des gens qui sauront percer avec des perforateurs équipés avec des canules qui font 12 mm. Après, le camion peut se mettre voilà, à l'extérieur d'une habitation. On déroule les 90 mètres de tubulure qui vont permettre de transporter la résine au niveau de par la centrale jusqu'au point d'injection. Donc, vraiment, c'est assez portatif. Et vous allez voir aussi plus loin que ce qu'on appelle les méthodes d'autocontrôle que les entreprises proposent pour voir est-ce que le procédé a marché. Ça se fait aussi de manière très portative, parce que on utilise généralement soit du pénétro de type DPM30, donc c'est du pénétro pas manuel, mais on peut dire moyen, qu'on peut transporter facilement avec une masse qui fait à peu près 30 kg et qui se fait par le biais d'une pédale. Voilà, donc et on le verra aussi sur une des vidéos qui nous donne. Qu'est-ce qui se passe quand on injecte? Comme je le disais, on a tendance à percer jusqu'à la profondeur voulue, soit sous la fondation ou plus profond. On équipe avec la canule et derrière, on va injecter avec le pistolet mélangeur. Donc, quand on injecte, qu'est-ce qui va se passer? La canule, elle est circulaire. Cette canule-là va amener une résine qui va créer une ampoule au sein du terrain qu'on va traiter. Et cette ampoule, du fait que la résine, elle est expansive, dès que ça atteigne la profondeur, ça commence à déclencher ce qu'on disait la réaction de polymérisation et à s'expanser.
Mais c'est une ampoule qu'on crée dans un milieu qui est confiné. Qui est confiné par quoi? Par le terrain, parce qu'on on le fait pas dans du... On est dans un terrain. Et qu'est-ce qui se passe? Quand on injecte, vu que la résine a une capacité d'expansion, avec une pression d'expansion, on le verra en fonction des résines, qui peut aller jusqu'à 11 mégapascales. Et c'est très rare, à part les roches, d'avoir un terrain qui peut avoir une pression, soit une pression de fluide, une pression limite de 11 mégapascales. C'est très rare. Donc, cette résine a cette capacité d'appliquer le terrain 11 mégapascales qui est lié à son pouvoir expansif. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est purement mécanique des sols. À cette profondeur, on a deux décompositions de la contrainte à cette profondeur. Il y a ce qu'on appelle la contrainte horizontale, qui va être K0, ce qu'on appelle la pression, le coefficient au repos, multiplié par la pression verticale. Mais le coefficient au repos est toujours inférieur à 1. Donc, ce qui veut dire que, obligatoirement, la contrainte horizontale est inférieure à la contrainte verticale. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand l'ampoule arrive, la résine s'expanse, elle va aller chercher la direction où il y a moins d'opposition. Donc, c'est suivant la direction de la contrainte horizontale. C'est normal parce que, comme je l'ai dit, on a K0 multiplié par sigma V qui correspond à la contrainte verticale. K0 étant inférieur à 1, donc sigma H, c'est de la contrainte horizontale, va être inférieur. Donc, c'est dans cette direction que ça va s'orienter. Et ça va s'orienter dans cette direction jusqu'à ce que, parce qu'au fur et à mesure, on va voir que l'expansion va s'estomper au fur et à mesure, et il va appliquer cette contrainte au confinement, au milieu qu'il confine, au terrain, et c'est ce qui va entraîner la consolidation du terrain, parce que voilà, je t'applique une force, toi tu t'y reposes, excusez-moi, comment ça, c'est-à-dire, tu t'y s'opposes autant pour moi. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Donc, le sol va s'y opposer, mais bon, il va s'y opposer, mais vu que la contrainte est assez importante, à un certain moment, il y a un déplacement. Et quand ça se déplace, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un resserrement des fibres, ou bien il y a un resserrement du squelette de ce terrain. À un certain moment, cette contrainte va s'estomper, et vu que ça va s'estomper, on va arriver à densifier le terrain à un certain moment où la contrainte horizontale va être supérieure à la pression que l'ampoule, c'est-à-dire la résine, va dégager dans le terrain. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, on change de direction. Là, la résine va aller regarder dans quelle direction il va continuer à appliquer sa pression de gonflement. Et on va se retrouver à une contrainte verticale du fait du resserrement du squelette solide, à une contrainte horizontale du fait du resserrement du squelette solide du terrain, qui sera supérieure à la contrainte verticale. Et donc, dans ce cas, on a plutôt un mouvement qui sera plutôt ascendant. Et c'est là où on va sentir une réaction de l'ouvrage qu'on traite si on est sur des ouvrages existants tels que des fondations ou bien tels que des dallages. Et on va définir certainement des critères d'arrêt pour ne pas entraîner un déplacement vertical préjudiciable à l'ouvrage qu'on traite. Et c'est ce qu'on appelle les critères d'arrêt qu'on va devoir définir dans le cadre du traitement. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que je disais. Donc, tout ce que j'étais en train de dire là, c'est juste pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe. On a une ampoule qui se crée, qui va se dilater, qui va venir solliciter le milieu qui lui confine. À un certain moment, ça c'est très important, je pense que je vais prendre le temps de l'expliquer. Autour de l'ampoule, du fait que la pression d'expansion est assez importante, si vraiment la pression de confinement du terrain est inférieure à cette pression-là, il y a une première zone de plastification qui va se créer. Après cette zone de plastification, c'est tout l'intérêt de cette théorie, pas de cette théorie, mais des solutions que Ousby a proposées. Ça permet aujourd'hui de créer, parce qu'on est dans la théorie de l'expansion des cavités, ça permet de calculer ce qu'on appelle le rayon de la zone plastifiée.
Et ça permet derrière de dire qu'au-delà de ce rayon-là, on a une zone qui est élastique où toutes les déformations vont être réversibles. Par contre, dans la zone plastique, c'est pas la plastification, c'est ça, sa définition. Donc, c'est que quand on n'arrive pas à avoir une réversibilité des déformations. Donc, ça c'est donc ce qui explique que, et le phénomène, c'est tout à fait comme ça. Et la zone où vraiment on a une influence accrue de la résine, c'est toujours cette zone plastique. Et toutes ces solutions analytiques ont été proposées dans la théorie de l'expansion des cavités et les solutions qui ont été développées par Husby en 1991. Mais c'est très compliqué. Comme je l'ai dit, j'ai eu à le regarder, à aller au bout des choses. Après, on se rend compte que même pour avoir des solutions analytiques, à un certain moment, il y a énormément de concessions de calcul qui ont été faites pour pouvoir obtenir une résolution analytique de ces équations différentielles qui régit l'expansion de la cavité. Donc, et à un certain moment, il y a un équilibre. Voilà, il y a un équilibre où on va voir que la pression de gonflement va recouper la pression de confinement du terrain. Et généralement, on se limite à ce point d'équilibre-là pour ne pas entraîner des désordres, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur l'ouvrage qu'on traite. Donc, ce que je disais, c'était ça. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut expliquer plus précisément par rapport à ça? La loi qui régit, la loi, mais bon, en réalité, toute résine a une courbe rhéologique. La courbe rhéologique, comme vous le savez, c'est le cas de l'acier, voilà, où on arrive à relier ce qu'on appelle le module de l'acier à une déformation, et avec le comportement, ce qu'on appelle la loi de Hooke, sigma égale à E epsilon. Par contre, contrairement à ces on peut dire, à ces matériaux qui peuvent être élastoplastiques parfaits, ici, la rhéologie de la résine se traduit par un autre phénomène. Qu'est-ce qui nous intéresse? C'est ce qu'on appelle le rapport de moussage ou bien le rapport de gonflement, qui va représenter le quotient entre le volume final que la résine va prendre après son expansion, divisé par le volume initial, qui est généralement égal au volume à l'état liquide. Donc, il y a cette courbe qui traduit comment évolue la pression de gonflement, comment évolue ce rapport en fonction de la pression de gonflement que la résine va déployer. Et on voit bien, la courbe, elle est décroissante, elle est hyperbolique, mais elle est décroissante. On le voit, c'est cette courbe-là, je ne sais pas si vous voyez mon marqueur, et c'est cette courbe-là qui traduit la rhéologie de la résine. Et plus flagrant, si on regarde bien, quand le facteur de moussage ou bien le rapport de gonflement est égal à 1, c'est-à-dire on n'a pas réellement d'expansion, on est plutôt au début de la réaction de polymérisation. Qu'est-ce qui se passe? Quand ce rapport est égal à 1, la résine peut déployer une contrainte ou bien une pression de gonflement qu'il peut appliquer à son milieu à 11 mégapascales. Après, plus le rapport de gonflement augmente, c'est-à-dire plus la résine s'expanse, donc plus sa densité diminue, à un certain moment, on voit que aussi l'évolution de la pression de gonflement va diminuer. On est plutôt dans une évolution décroissante, c'est-à-dire dans une décroissance. Et c'est ce qui explique l'allure de cette courbe-là. L'allure de cette courbe-là. Et en même temps, on peut traduire aussi la pression de confinement du milieu, le terrain en tant que tel, qui d'une part va être d'abord la pression, pas la pression, mais la contrainte horizontale, parce que c'est dans cette direction où la résine va préférentiellement aller, parce que c'est là où il y a moins de résistance, d'une part, dans un premier temps. Après, on a la pression verticale, quand ça s'inverse, quand on commence à confiner le terrain horizontalement jusqu'à atteindre un certain niveau, où il s'oppose
à un déplacement quelconque, là, la résine ou bien l'effet de la résine va changer de direction pour aller dans le sens vertical. Donc, là aussi, de la même manière, on peut traduire l'évolution de la contrainte de confinement du milieu qu'on traite en fonction du rapport de gonflement. Qu'est-ce qui se passe? Parce que quand la résine s'expanse, elle prend beaucoup plus de place, donc elle va pousser le terrain. Et dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Le terrain aussi va essayer de diminuer de volume. Donc c'est pourquoi on constate que quand la pression de confinement augmente, le rapport aussi qu'on aura du milieu va aussi augmenter. Et ça, on le voit ici sur les tableaux parce que pour tracer cette courbe-là, il y a eu des essais qui ont été faits en fonction de différents rapports de moussage et derrière, on prélève l'échantillon de la résine finale qu'on va essayer de caractériser. Et déjà, on mesure en même temps quand ça gonfle par une paroi horizontale qui sera perpendiculaire à l'expansion de la résine, quelle est la contrainte que la résine va apporter sur cette paroi verticale. Et voilà l'évolution. Après, l'idéal pour avoir, on peut dire, une résine, parce que c'est dans cette plage-là, j'ai nécessaire de la mettre en jaune, c'est dans cette plage-là où on voit que la résine est plus performante. Pourquoi? C'est assez simple. Quand le rapport de gonflement est égal à 1, on voit que la densité de la résine est égale à 11 et quelques. Après, cette densité va aussi diminuer. Mais quand on a un matériau où la densité est faible, ça a une conséquence sur la dureté, c'est-à-dire sur les résistances mécaniques de cette densité-là, de ce matériau-là. Et c'est ce qu'on voit réellement. Parce que quand on a une densité faible, généralement, c'est des matériaux qui sont très friables, parce qu'il y a on peut dire, pas du vide, mais il y a un volume de vide important dedans. C'est pourquoi la densité va être faible. Par contre, qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand on est là où la densité est le plus faible, à 2, si on regarde la résistance à la compression de la résine, on voit que la résistance à la compression de la résine est très faible comparée à ici, où on a 19 mégapascales, ce qui est énorme. Donc, si on a un matériau qui a une résistance à la compression de 19 mégapascales, ça veut dire quoi? C'est 19 000 kilonewtons par mètre carré. C'est énorme. Donc, ce matériau-là peut être à un certain moment, assimilé à du béton. Même si le béton peut avoir une résistance à la compression beaucoup plus importante. Je vous le conseille. Donc, ce qui fait que mais il faut allier aussi cette résistance à la compression cherchée au fait qu'il faut que la résine puisse s'expanser pour au moins appliquer une pression de gonflement sur le terrain traité et derrière créer aussi cette consolidation qu'on cherche. Donc, c'est pourquoi là, déjà, la résine, dans cette plage-là, la résine arrive à augmenter son volume de 3 voire 3,5, voire 2,5. Mais par contre, la résistance à la compression reste aussi correcte parce qu'on est entre 19 mégapascales, 14 et 9. Donc, ce qui est énorme et ce qui aussi peut justifier la durabilité du matériau dans le temps. Et comparé aussi, on peut aller plus loin dans l'étude, on peut s'intéresser au module d'élasticité à 10% de déformation. Donc là, on arrive à avoir des modules de 190 mégapascales. Donc, ce qu'on peut rarement trouver dans le cadre des terrains qui sont traitables, tels que les argiles, tels que les sables, tels que les limons, tels que ainsi de suite. Peut-être dans les roches, on peut espérer avoir, mais les roches, il n'y a aucun intérêt peut-être de venir les consolider parce qu'ils ont une capacité assez importante. Donc, probablement, certains qui auront des questions là-dessus, peut-être ça a été long et on peut se perdre, on peut y revenir après.
Et du coup, je vous propose qu'on regarde déjà, tout a été théorique depuis le début, qu'on regarde réellement comment ça se passe, le procédé d'injection. C'est un film qui est purement commercial, mais bon, qui donne au moins une idée de comment ça se passe, un chantier d'injection de résine. Ici, on est dans un contexte de traitement de sol d'acier. Vous avez des fissures, votre dalle s'affaisse, pas d'inquiétude. Chaque CVTP, on a la solution et je vous montre comment on met ça en œuvre. Donc là, on perce pour traverser les fondations. On va équiper, donc on va venir mettre la canule d'injection qui fait 12 mm de diamètre, descendue à la profondeur voulue. Si par exemple on a 3 niveaux à traiter, on met 3 canules. Donc ça, c'est des bouches pour... Et là, c'est le niveau lagère pour vérifier l'évolution, c'est-à-dire la réaction de l'ouvrage quand on injecte. Et ça donne un critère d'arrêt pour ne pas, comme je le disais, endommager l'ouvrage. Donc ça, c'est le dispositif. Et là, il est en train d'injecter. En même temps, il regarde par niveau lagère la superstructure, est-ce que ça se déplace. Et là, on rebouche. Donc ça, c'est ce que je disais, le DPM30, c'est un pénétro qu'on utilise et qui est portatif et qui donne une idée de l'amélioration qu'on obtient. Mais bon, il faut savoir qu'on le fait avant d'injecter, après d'injecter pour avoir une comparaison du résultat qu'on a réellement obtenu. Voilà. Donc c'est comme je le disais, c'est une vidéo qui donne une idée claire de comment ça se fait. On a le camion qui est à l'extérieur de la maison, mais on a les tubulures qui permettent de transporter la résine, les deux composants par les tubulures. Ces tubulures peuvent faire 90 mètres linéaires, ça peut être, on peut l'étendre à plus. Donc, on peut se garer à l'extérieur d'une maison. Après, vu que tout se fait manuellement, le percement, les canules, tout ça, donc on n'a pas vraiment cette contrainte d'accessibilité, contrairement, par exemple, aux solutions traditionnelles qu'on peut réaliser, telles que la replaisance sous œuvre par micropieux ou bien l'élargissement des fondations. Et derrière, ce qui est important, c'est que ce que je disais, ce qu'on appelle les autocontrôles. Si vous voyez bien, il y a le niveau laser avec des capteurs qu'on pose sur les murs à proximité des injections. Et ces capteurs vont permettre de détecter et de mesurer les mouvements ascendants qu'on a sur l'ouvrage. Ça évite d'entraîner des dommages sur l'ouvrage. Et généralement, il y a un critère d'arrêt qu'on définit. On se dit, dès qu'on commence à avoir 1 mm de déplacement, c'est parce que on peut s'arrêter là pour ne pas endommager l'ouvrage. Il peut arriver sur des ouvrages beaucoup plus rigides, tels que des ouvrages en béton armé, qui ont une certaine rigidité, qui présentent pas mal de corps en béton armé avec des armatures qui permettent d'aller sur des déplacements plus importants, qu'on pousse beaucoup plus loin, voilà, ces critères de réception, ce critère d'arrêt, pour au moins consolider davantage les sols d'acier. Donc, autre chose qui est aussi important, parce que si vous regardez au niveau du titre, on a mis amélioration et ou traitement. En réalité, c'est subtil, mais il y a une très grande différence, parce que la résine ne se comporte pas de la même manière en fonction de la nature du terrain qu'on traite. Je m'explique. Et c'est pourquoi c'est très illustratif dans cette figure-là. Si on regarde, on consolide, par exemple, tout ce qui est sol grenu, si je peux m'exprimer ainsi, à savoir les sols, ce qu'on appelle les sables, les alluvions, voilà, qui ont une certaine... on peut dire qu'ils ont une certaine, on peut dire la cohésion est nulle, ou presque. Peut-être l'angle frottement est beaucoup plus important. Donc, c'est des sols à grains grossiers dont le comportement de la résine est assez atypique parce qu'on voit nettement, par exemple, là, c'est le traitement qu'on a eu à faire dans du sable et qu'est-ce qui se
passe ce qu'on appelle des conglomérats de résine sol qui se mélangent et qui vont vraiment créer ce phénomène de traitement, donc, qui sont parce que la résine va se mélanger avec le sol en place. Pourquoi? Parce que dans ces sols-là, on a une certaine perméabilité. Le coefficient de perméabilité dans les sables, ça vous le connaissez mieux que moi parce que je pense que vous êtes plus géotechnicien que moi. Dans les sables, la perméabilité est assez importante. On peut être sur du 10 puissance moins 3, moins 4. Ce qui est totalement contraire dans les sols fins, que ce soit les limons et les argiles. Donc, ce qui fait que la résine va venir prendre sa place, voilà, ça va se déambuler et va venir se mélanger avec les grains de sable pour créer des conglomérats résine-sol, mais qui sont très, très, très costauds en termes de contraintes de résistance, surtout en compression. C'est ce qu'on voit ici. Contrairement dans les sols fins. Dans les sols fins, qu'est-ce qui se passe? C'est le contraire. Parce que dans les sables, dans les limons, la perméabilité, on est plutôt sur du 10 puissance moins 6. Donc, on a moins de perméabilité dans ces terrains-là. Et là, la résine va plutôt venir faire ce qu'on appelle une approche de théorie de la fracturation dans un milieu élastoplast. Ce qui était contraire dans l'autre. Là, c'est l'expansion. Il va venir s'expandre parce qu'on a la perméabilité qu'il faut. Par contre, dans les sols fins, non. C'est pourquoi, si vous voyez bien, dans les argiles, en période sèche, ça a tendance à se craqueler. Et la résine, quand on l'injecte dans ces sols-là, elle a tendance à venir faire des filaments au niveau des filons de craquelage de ces sols fins-là. C'est pourquoi, regardez bien sur cette photo, on a la résine qui est plutôt blanche et qui est là, donc, qui fait des filaments. Et ces filaments vont suivre plutôt les craquelages de l'argile ou bien des sols fins. Et autre chose, c'est pourquoi je disais, on parle de consolidation dans les sols grossiers, parce que ce qu'on cherche dans la plupart des cas, dans la plupart des cas sur ces types de terrains, on cherche à augmenter la capacité portante de ces terrains, qui sont très sensibles à ce qu'on appelle des phénomènes de lessivage. Je m'explique. Je ne sais pas est-ce que c'est avéré, mais il y a un sinistre qui a été partagé pas mal récemment sur les réseaux sociaux. C'est à Bangkok, je pense, où il y a une canalisation peut-être qui a pété et qui a raviné une bonne partie des terrains sous la Saussée, et du jour au lendemain, on a eu un trou béant au milieu de la Saussée avec des voitures qui allaient dedans. Donc, ce que je veux dire, c'est que ces problématiques, ça arrive aussi, surtout dans les zones à forte urbanisation telles que sur Paris, où malheureusement les canalisations aussi, parce que c'est énormément des choses qui sont enterrées, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Ces canalisations peuvent être fuyardes, donc il y a l'eau qui va être en contact, parce que sur Paris, on a des remblais, dans certaines zones, on a des alluvions, que ce soit anciennes ou modernes, qui sont de nature sableuse, et au contact avec ces circulations d'eau issues des canalisations fuyardes, on a des ravinements, c'est-à-dire des phénomènes de lessivage qui vont se passer, et à un certain moment, ça peut créer des chutes de portance et impacter des bâtiments qui sont à proximité. Donc, c'est pourquoi on traite énormément de bâtiments haussmanniens sur Paris qui ont subi ces problématiques-là. Et là, on cherche plutôt à augmenter la portance du fait qu'il y a de la matière qui s'est barrée. Il faut qu'on revienne rajouter cette matière-là avec le reste de matière pour créer ces conglomérats. Donc là, on parle de consolidation ou amélioration de terrain. Parce que l'objectif cherché, c'est plutôt d'augmenter la portance du terrain. Ça peut être aussi utilisé dans notre cas, et ça on le verra dans le domaine d'application de la résine. Il arrive qu'on l'utilise, par exemple, sur des projets de surélévation. On a un bâtiment initialement construit sur un R+2. Là, du jour au lendemain, parce qu'on a de l'argent, on veut monter R+5, R+6. Mais par contre,
au préalable, la contrainte admissible du terrain était peut-être de 100 kPa. Le bureau d'études et structures avait utilisé ça pour dimensionner les semelles au projet initial, et du jour au lendemain, on augmente les charges x3, x4. Donc, c'est pareil. Soit on élargit les fondations pour répartir la charge, donc pour diminuer la contrainte de référence, la contrainte de sollicitation vis-à-vis de la contrainte réelle, ou bien on vient augmenter la contrainte admissible du sol d'acier. Et là, on est dans de la consolidation ou bien de l'amélioration. Donc, on cherche à augmenter la capacité portante. Dans d'autres cas, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, plus loin, après beaucoup plus peut-être développé, c'est quand est-ce qu'on parle de traitement? On parle de traitement dans les sols fins parce que le phénomène recherché là-bas, certes, la conductivité hydraulique est faible, mais on cherche aussi à le diminuer davantage. Pourquoi? Parce que je pense que c'est le phénomène qu'on a à Diamniadio, ce qu'on appelle les argiles gonflantes. Ici, l'ampleur est beaucoup plus importante. C'est le retrait-gonflement des argiles. L'argile se comporte comme une éponge. Ça, on l'a appris, c'est-à-dire au contact avec l'eau, elle a tendance à prendre du volume. Voilà. Donc ça, je pense que la structure minéralogique, ça vous le connaissez mieux que moi, j'ai pas besoin d'y aller, montre pourquoi aussi l'argile a tendance à augmenter de volume au contact avec l'eau. Mais si ça a augmenté de volume, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais quand cette eau est perdue, c'est-à-dire quand cette eau-là, on n'a plus cette eau-là, telle que par exemple en période humide, où on a une certaine pluviométrie, donc une abondance de pluie qui descend, l'argile, oui, va se gonfler, mais par contre, en période sèche, qu'est-ce qui se passe? C'est le phénomène inverse. L'argile a tendance à se rétracter. Donc, à se rétracter, ce qui crée ces craquelages-là. Nous, l'objectif, c'est de dire, oui, quand ça se rétracte, ça crée des craquelages avec des filaments peut-être de vide et qui peuvent entraîner voilà, des tassements différentiels sous les habitations. Ces tassements différentiels, je pense que quand vous faites une étude de conception d'une fondation, en dehors de vérifier la portance vis-à-vis de la descente de charge, il y a un critère qui est très important. Il y a le critère tassement. Et parmi ces tassements, il y a certes le tassement absolu, mais il y a aussi le tassement différentiel. Parce que le tassement différentiel, moi je pense que c'est le tassement qu'on craint le plus, parce que ça veut dire que on a un bloc monolithique, on se permet que ce bloc voilà, se déplace différemment d'un point à un autre. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique des contraintes qui n'ont pas été prises en compte dans le dimensionnement réel de l'ouvrage, ce qui peut entraîner des contraintes de cisaillement, donc certainement des fissures de cisaillement, ce qui peut entraîner voilà, des contraintes de traction ou de flexion, du fait que oui, on a un tassement qui se fait ici, par contre là-bas c'est assez rigide, donc voilà, ça on le voit, et c'est le phénomène de retrait-gonflement aujourd'hui qui, comme je le disais tout à l'heure, qui a un certain poids financier pour le régime assurantiel en France, parce que ça coûte énormément cher. Qu'est-ce qu'on cherche? C'est plutôt, on va se dire, lors du craquelage, on va venir injecter la résine. Donc, son volume, c'est-à-dire ce vide-là, on va venir le remplir avec de la résine pour que quand l'eau vient, elle n'aura plus cette capacité de reprendre ses filaments et d'aller dans la structure minéralogique de l'argile pour entraîner ce gonflement-là. Et là, ce phénomène, c'est du traitement, parce que on cherche à diminuer davantage la conductivité hydraulique du milieu à traiter. Donc, quels sont les domaines d'application? Donc, je pense que je l'ai dit, mais je me répète, les domaines d'application aujourd'hui du procédé sont très, très larges. Il y a le RGA, le retrait-gonflement des argiles, la sécheresse, qui impacte énormément de maisons.
donc dans le domaine des maisons individuelles, voilà, pour réparer les maisons qui sont impactées et derrière voilà, les affranchir d'une éventuelle sécheresse qui va venir. Ça peut être aussi utilisé dans des bâtiments privés, dans des ERP, donc établissements recevant du public, dans des copropriétés, qui d'une part peut-être, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur Paris, du fait qu'il y a des canalisations à proximité qui n'ont pas été bien gérées ou entretenues, qui sont fuyardes et qui amènent de l'eau, des arrivées d'eau anarchiques dans des sols à tendance granulaire et qui entraînent ce qu'on appelle les phénomènes de ravinement ou d'érosion, donc une perte de portance derrière. Donc, on peut l'utiliser dans ça. On peut l'utiliser aussi parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, une surélévation ou un mouvement de charge, on n'a pas besoin ou bien on ne souhaite pas faire des travaux beaucoup plus lourds comme la reprise en sous-œuvre par micropieux ou l'élargissement des fondations qui demandent beaucoup de moyens, qui généralement demandent aussi de condamner pour la durée des travaux le bâtiment. Là, on peut venir plutôt injecter de la résine pour augmenter soit x2, x3 la portance actuelle et derrière augmenter la charge sans problème ou bien sans tassement. Ça peut être utilisé dans des dallages industriels où peut-être on a des problèmes d'affaissement ponctuels ou bien généralisés. Et si le dallage a une certaine inertie, autrement dit, a une certaine épaisseur, on peut venir injecter pour remettre le dallage à son niveau initial. Et c'est ça l'application initiale du procédé mais bon, avec le développement, on a vu qu'on pouvait l'étendre sur autre chose. Sur des monuments historiques, on en parlera sur un exemple concret que j'ai eu à étudier, suivre, sur des réservoirs, sur des soulets, sur des silos, sur des soutènements. Sur des soutènements, on en parlera parce qu'il y a un exemple aussi que j'ai eu l'occasion d'étudier où on avait un objectif d'augmenter la cohésion pour diminuer la poussée. Ça, vous le connaissez, la cohésion a une action miracle sur la diminution de la poussée des terres sur un ouvrage de soutènement. Donc ça, on le verra. Dans tout ce qui est traitement de remblai ou de talus, pareil aussi, on cherche à augmenter la cohésion pour peut-être réduire les pentes de talus et d'autres applications comme dans le domaine routier, ferroviaire, voirie, sur des ouvrages SNCF. Ça, on a eu à le faire énormément sur des ouvrages SNCF parce que la SNCF peut-être ne souhaite pas que les tronçons soient fermés et vu que le procédé, comme je l'ai dit, est moins invasif autant pour moi, et peut se faire très rapide à un temps record. Donc, ça se fait très rapidement, généralement en intervention nocturne. Donc, on est là la nuit, on fait ce qu'il faut. Demain, le nécessaire a été fait parce que peut-être sous les voies, il y a des décompressions de sol. Donc, c'est des choses aujourd'hui où ça constitue une réelle alternative qui est éprouvée sur des projets réels, surtout en France, parce que c'est là où, même en Italie, j'essaie que intervenu sous des voies ferrées pour soit pallier à des décompressions localisées ou bien à des fontes, avec aussi des pertes de portance, ce qui peut entraîner lors du passage du train qu'il y ait peut-être des événements et qui sont parfois très très dangereux. Donc ça, c'est dans des ouvrages des génies civils, ça aussi pareil. L'application aujourd'hui est très 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 bien éprouvée dans tous ces domaines-là. Donc tout ça est bon à dire, tout ça c'est de la théorie, mais bon, est-ce que on peut le faire dans tous les types de terrains? C'est la question légitime qu'on doit se poser. Et j'ai tendance à dire, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je préfère la méthode observationnelle pour dimensionner le procédé, peut-être parce que j'ai vu que ça marche beaucoup plus, parce que ça traduit beaucoup plus la réalité. Après, on a aussi une autre limite ou barrière,
c'est-à-dire le procédé était innovant, donc a été protégé par brevet. Donc à un certain moment, faut dire, il y a des universitaires qui se sont intéressés à ce procédé, mais bon, par le biais d'entreprises qui souhaitent peut-être mener une recherche et du développement sur le procédé pour le rendre plus performant. Mais mine de rien, ça restait aussi très protégé et on n'avait pas accès totalement aux données. Donc, ce qui fait que malheureusement, le procédé aujourd'hui ne dispose pas d'une norme de conception. Par exemple, je vous donne juste un exemple. Si vous voulez dimensionner une fondation superficielle, il y a l'Eurocode 7. Oui, mais bon, il y a une partie ou bien une annexe nationale d'application de l'Eurocode 7 qui aborde bien comment on dimensionne une semelle filante ou bien une semelle isolée, c'est la 94-261. Quand c'est les fondations profondes, c'est la 94-262. Quand c'est les murs de soutènement, on est sur la 94-282. Quand on est sur les écrans de soutènement, 94-282. Quand on est sur les murs de soutènement, on est sur la 94-281. Donc, quand on est sur du clouage, il y a des normes d'application régies par l'Eurocode 7 qui permettent de concevoir ces ouvrages géotechniques. Mais dans le domaine de l'injection de résine, malheureusement, on n'a pas de norme de conception. On a une norme d'exécution, mais bon, qui traite de manière générale. Les injections, ça peut être les injections à base de coulis, de solides, ainsi de suite. C'est la 12715. Mais bon, après, ça reste vraiment light en termes de... Ça permet pas de concevoir le procédé. Mais par contre, le procédé est innovant, certes, mais il y a, c'est-à-dire les entreprises, ils n'avaient pas l'obligation, mais pour le commercialiser en France, ils ont fait des démarches pour, d'une part, le faire valider par un bureau de contrôle, c'est ce qu'on appelle le valider par un cahier des charges, visé par un bureau de contrôle, ou bien le faire reconnaître par le biais d'un avis technique du CSTB, qui est aussi encadré ici par un arrêté. Je pense que j'en ai eu à communiquer récemment sur LinkedIn. Qu'est-ce que l'arrêté dit, tout ça par rapport. Est-ce qu'il y a une obligation d'avoir la tech du CSTB pour mettre sur le marché un produit? Est-ce que ça vous donne une certaine exclusivité? Ça, tout est encadré par un arrêté. Le CSTB, on peut l'assimiler comment ça s'appelle, le laboratoire, le nouveau laboratoire qui est en train de faire un travail remarquable au Sénégal dans le domaine du BTP. On peut l'assimiler à ça, même si c'est pas... Mais bon, je pense qu'ils ont les mêmes... Et à quoi consiste l'avis technique du CSTB? C'est qu'on rédige un document technique où on présente le procédé dans sa globalité. Et il y a une équipe de spécialistes, ce qu'on appelle un groupe de travail des spécialistes, en l'occurrence pour l'injection de résine, c'est le GT 3.3, je pense, le groupe de travail 3.3 du CSTB qui s'occupe de ces matériaux-là. Donc, qui vont analyser les données que vous avez mis à leur disposition et derrière, ils vont formuler un avis technique sur les domaines d'application, de faisabilité, les limites aussi. Et ça donne une idée aussi de manière générale comment on peut concevoir le procédé, comment on le met en œuvre, comment on le contrôle, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment, on peut dire, un début de document qui permet de comprendre réellement le phénomène, le procédé, autant pour moi, avec tout ce qui est caractéristique mécanique de la résine, que ça soit comment évolue sa résistance de compression, comment évolue sa résistance à la flexion, cisaillement, quelle est aussi sa courbe rhéologique, c'est ce qu'on avait montré tout à l'heure, l'évolution du rapport de gonflement en fonction de la pression de confinement. Donc l'entreprise a l'obligation de faire toute une caractérisation mécanique et de durabilité
de son procédé avec des résultats qu'il va présenter dans un document qu'on appelle le document technique, le dossier technique qui sera soumis à ce comité, à ce groupe d'experts qui vont formuler un avis technique sur le procédé. Ça donne une certaine, on peut dire, un caractère sérieux du procédé. Ça veut dire que c'est quelque chose. En plus, le groupe est totalement désintéressés, ils sont totalement autonomes, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de, on peut dire, il n'y a pas de passif, donc c'est les experts qui donnent un avis sur un sujet technique. Aujourd'hui, le procédé en France est, on peut dire, encadré par ces avis techniques qui donnent les limites de faisabilité du procédé. Et ces limites sont calquées, sont plutôt définies sur la base des essais qu'on connaît très bien, très bien même. Je pense qu'au Sénégal, on en fait énormément. C'est les limites d'Atterberg, en l'occurrence l'IP, l'indice de plasticité. Par ailleurs aussi le guide de terrassement routier qui donne aussi une idée voilà, sur la classification des sols, tout ça. Qu'est-ce que ça dit? Donc, tant que l'IP est inférieur à 40% ou la VBS est inférieure à 8%. Et c'est pas anodin ces valeurs, parce que si on regarde bien, quand on a des IP qui sont supérieurs à 40%, généralement, on est sur des argiles très plastiques. Soit plus que A3, parfois sur du A4 même. Pareil aussi quand on est sur des VBS qui sont supérieurs à 8. Mais bon, donc ce qui dit que le domaine d'application courante de ce procédé, courante, je dis bien, c'est tant que l'IP est inférieur à 40% ou bien la VBS inférieure à 8, on peut utiliser le procédé. Après, peut-être sur la base d'un retour d'expérience aussi, ça on pourra en discuter si vous voulez. Ou bien il y a un autre critère, c'est la teneur en matière organique, parce qu'on ne peut pas traiter les tourbes ou bien voilà, des sols qui sont un peu agressifs avec des matières organiques qui sont supérieures à 10%. Donc, le procédé à proscrire dans ces types de terrains. Et dans le cas où, par exemple, l'IP est supérieur à 40 ou la VBS est supérieure à 8, là, on sort du domaine d'application courante. Donc, j'ai dit bien tout à l'heure domaine d'application courante. Et l'avis technique demande peut-être qu'on peut utiliser toujours le procédé, mais ça demande de faire des investigations complémentaires, donc plutôt en laboratoire. Le premier paramètre complémentaire qu'on va aller mesurer, c'est la teneur en carbonate. Cette teneur en carbonate, ce qu'on appelle la CaCO3, généralement c'est dans le cas des argiles marneuses ou bien des marnes argileuses, qui peuvent avoir des IP très élevés, mais par contre, qui n'ont pas voilà, un caractère, on peut dire, très gonflable, très gonflant autant pour moi, parce qu'il y a un taux de CaCO3 qui est très élevé. Il faut faire attention parce que dans les avis techniques, on verra jamais ces premiers paramètres-là. Voilà. Mais bon, en entreprise, on le fait beaucoup. Et dans le cahier des charges qui sont visés par les bureaux de contrôle qui sont soumis par les entreprises spécialisées, il y a ce paramètre qui est mis en avant pour dire que généralement, quand on a une teneur en carbonate supérieure à 20%, on peut le faire. Ce que le groupe de travail GS 3.3 ne partage pas totalement, c'est pourquoi il ne mentionne pas sur les avis techniques qu'il formule sur les procédés. Donc, c'est sujet à discussion, on peut dire. Mais par contre, il dit bien, si on est sur des IP supérieurs à 40, supérieurs à 8, on sort du domaine d'application courante. Mais bon, si on fait des essais de gonflement à l'odomètre, j'ai oublié de mettre la norme, parce que c'est pas la même chose que l'essai odométrique. Ça, c'est l'essai de gonflement à l'odomètre, où on mesure deux paramètres, ce qu'on appelle RG, le rapport de gonflement du matériau, et la pression de gonflement, c'est-à-dire si aujourd'hui ce matériau a tendance à gonfler, ce terrain a tendance à gonfler, quelle est la pression qu'elle va dégager voilà, sur peut-être la structure. Et c'est très important, je pense, sur la problématique
de Diamniadio, de savoir ces deux paramètres-là, parce que dans même la conception, par exemple, ça, je sors un peu du cadre pour parler un peu du sujet de Diamniadio. Un jour, je discutais, je pense, c'était dans un groupe, j'ai dit, mais moi, je ne comprends pas quand on me dit, oui, on a des argiles gonflantes, donc c'est compliqué de construire à Diamniadio. Non, on peut construire dans des argiles gonflantes, mais la conception doit être poussée. Je donne un exemple. Si aujourd'hui, on devait concevoir des fondations profondes sur des argiles gonflantes, ça se fait. Baimbe a donné un exemple tout à l'heure sur l'un des sujets que j'ai eu à traiter durant ma carrière, c'est les ateliers Vaugirard de la RATP à Paris 15e, où on avait l'uprésien argileux qui était gonflant. Et cet uprésien argileux, on avait des pieux, parce qu'on était sur un bâtiment R+, je ne sais pas combien, 15, quelque chose comme ça, avec 2 niveaux de sous-sol. Et le bâtiment était fondé sur des pieux qui partaient de diamètre, on avait même des diamètres 1000, c'est-à-dire des diamètres qui faisaient 1 mètre. Et on devait prendre en compte le potentiel, pas le potentiel, mais le gonflement de l'uprésien argileux. Qu'est-ce qui se passe quand on traverse un sol qui est argileux, ce sol-là, avec sa pression de gonflement, va créer ce qu'on appelle, peut créer aussi ce qu'on appelle le frottement négatif. Le frottement négatif, si on est en présence de fondations profondes, mais si on est en présence de fondations superficielles, il faut juste vérifier que le poids de l'ouvrage dans sa globalité est supérieur à la contrainte de gonflement du terrain qui va exercer, qui va entraîner, qui a ce potentiel de gonflement. En l'occurrence, ce PG-là, c'est-à-dire cette pression de gonflement. Et dans d'autres cas, si on est sur des fondations profondes, dans ce cas, on prend en compte dans le dimensionnement des pieux le frottement négatif qui peut être généré par cette argile gonflante. Et il y a un autre sujet, il y a d'abord parce que le frottement négatif va être considéré comme une charge supplémentaire à prendre en compte. Et dans les combinaisons de charges, c'est bien abordé dans la 94-262, c'est-à-dire dans la norme d'application de l'Eurocode qui traite les fondations profondes. Comment on le prend en compte dans la combinaison des actions. Mais en plus de ça, on nous dit qu'il faut neutraliser le frottement sol-pieux jusqu'à l'axe neutre. L'axe neutre, le point neutre, c'est là où on dépasse le frottement, là où on dépasse la couche qui génère du frottement négatif. Donc, c'est deux contraintes qui peuvent avoir des conséquences assez importantes dans la dimension, parce qu'on peut se trouver avec des pieux très longs, parce que vu qu'on néglige le frottement sur une très bonne hauteur, et ce qui veut dire qu'il faut le rattraper en profondeur. Donc, voilà. Donc c'était juste une petite parenthèse par rapport à ça. Donc, pour revenir à ça, donc, quand on est en dehors du domaine d'application, la condition la plus sûre, c'est d'aller faire un essai de gonflement à l'odomètre. Et il faut vérifier que le rapport de gonflement est inférieur à 5% et que la pression de gonflement est inférieure à sigma, à Q bref plus sigma bref. Ça explique quoi? QRF, on ne fait pas attention, mais QRF, dans ce qu'on appelle la norme des fondations superficielles, la 94-261, cette QRF est définie comme la contrainte de référence. La contrainte de référence n'est rien d'autre que la descente de charge divisée par la section de la fondation qui est censée recevoir cette descente de charge. Donc, on peut dire que ce n'est rien d'autre que la contrainte de sollicitation. Donc, ça veut dire quoi? Donc, c'est la contrainte de sollicitation plus la contrainte verticale à la profondeur d'ancrage des fondations. Donc, il y a ces deux paramètres-là qu'il faut vérifier dans le cas où on est en dehors du domaine d'application courante, c'est-à-dire quand l'IP est supérieur à 40 et l'IP supérieur à 8. Et bon, donc ça, c'était la partie théorique. Moi, je vous propose, je pense que, je ne sais pas, on a combien de temps là? Ça fait combien de temps qu'on parle? Ça fait... Bon, il a 30 minutes, hein? Ouais. Si on sort, peut-être je vais pas, parce qu'on a 2 heures, c'est ça. Donc on a fait les 1h30. Peut-être je vais pas parcourir les 4 exemples que j'avais préparés. Peut-être en donner quelques
quelques-uns, ou bien je vais y aller très vite. Donc là, on est sur un exemple assez parlant, un projet d'une église qui a été construite entre le 12e ou le 18e siècle. Ça donne juste une idée de l'âge de cette église. Après, avec de nombreux parce qu'il y a eu des extensions, parce que si vous voyez, ça a été entre 12e et 18e, donc ce qui veut dire que on n'a pas utilisé forcément les mêmes matériaux, des extensions ont été faites, et du coup, il y a une forte hétérogénéité sur les matériaux qu'on utilise. Et malheureusement, ça n'a pas été bien entretenu. C'était dans l'est de la France, à Ménil-Saint-Père. Ça date, c'était 2023 ou 2024, je pense que Et du coup, c'est un monument historique qui est classé monument historique. Et il y a une vaste campagne de préservation du patrimoine de la France, surtout tout ce qui est monument historique, que ce soit des églises, des cathédrales. Donc, ils ont eu un financement pour restaurer cette église. Il y avait un diagnostic préalable, un diagnostic géotechnique, mission G5. On a vu que c'est pas réellement des fondations qu'on a, c'est le prolongement du soubassement qui fait office de fondation. C'était la technique de construction qu'on avait à l'époque. Ça, c'était pas une surprise. Après, par contre, on voyait nettement que les sols d'assises étaient assez décomprimés, donc il fallait les consolider. Il y avait des critères assez stricts qui ont été définis dans ces CTP, le cahier des clauses techniques et particuliers. Donc, on devait traiter jusqu'à 3 à 4 mètres. Et si vous voyez bien, on avait aussi au vu des charges de l'église, on devait avoir des taux d'amélioration très importants. Excusez-moi. Voilà. Donc, on devait améliorer la portance de près de 115% dans certaines zones, voire 82% dans certaines, dans d'autres, c'était sur 115%. La pression initiale des sols d'assises était de 0,80 et on visait entre 1,46 et 1,72 mégapascales de pression limite. Ce qui représentait, par exemple, 10 mégapascales dans certaines zones en QD, en résistance dynamique de pointe par rapport au pénétro, ou bien 8,5 mégapascales, contre initialement 5,3. Donc, ce qui représente des taux d'amélioration assez importants. Mais on a vu une autre contrainte, c'est que l'ouvrage était très sensible, parce qu'il y a eu pas mal de désordres. Donc, il fallait définir des seuils d'alerte très stricts pour ne pas détériorer l'ISO, ou bien créer une ruine totale de l'ouvrage. Donc, il y avait vraiment un suivi sur les 3 dimensions par un réseau de théodolites. Il y avait un géomètre spécialisé qui était là et on faisait une acquisition automatique des données de la réaction de l'ouvrage, que ce soit en X, Y, Z, pour éviter n'importe quel déplacement préjudiciable à l'ouvrage. Et le CCTP définissait les seuils d'alerte qu'il fallait suivre. Il y avait vraiment un paramétrage. Tout ce qui intervenait dans le projet sur son smartphone pour pouvoir recevoir l'alerte comme quoi que il y a tel critère qui a été dépassé, soit on arrête le chantier ou bien il faut réajuster la méthodologie d'injection. Donc, juste pour vous donner une idée, donc ça, c'est le plan d'implantation. On en avait, en fonction des zones, pas mal de forages, 126 dans la zone 1, 30 dans la zone 2, A et 12 dans la zone 2B. Donc là, on est parti sur un plot d'essai au préalable pour recaler la quantité de résine et voir est-ce qu'on va atteindre les objectifs. Donc, si vous voyez bien, c'est ce que je disais, on avait 82% de taux d'amélioration qu'on cherchait et 115 dans certaines zones. Donc, ça, c'est la coupe de comment on faisait les injections. Donc, on avait fait sur 3 voire 4 niveaux. Et au niveau de chaque niveau, il fallait descendre une canule, c'est ce qu'on a vu sur la vidéo. Et on injecte la résine et il y a le critère d'arrêt. Dès qu'on commence à avoir une réaction sur l'ouvrage, et on mesure avec un pénétro à côté pour voir est-ce qu'on a obtenu. Donc là, on a obtenu l'objectif ou pas. Donc là, c'est juste une idée sur les pénétrogrammes qui ont été faits. Donc en bleu, c'est les pénétrogrammes avant. Donc ça donne une idée claire de comment les terrains étaient
décomprimé avec des portances assez faibles parce que là, la QD, c'est-à-dire la résistance de pointe, était de 2 mégapascales à peu près. Et, excusez-moi, voilà, de 2 mégapascales. Et nous, on devait avoir 10 mégapascales en moyenne. Et si vous regardez ça, c'est l'objectif. Et après injection, voilà le pénétrogramme qu'on a obtenu. Donc, le procédé a marché pas mal. Ici aussi, c'était pareil, dans la zone 2A, où initialement, c'était ça, l'état des sols. Et quand on a injecté, voilà ce que ça donne. L'objectif est là, on l'a dépassé forcément. Un autre projet, pareil, ici, on est en région parisienne, dans 94, à l'Île-et-Rose, où on avait un bâtiment d'habitation R+5 avec un niveau de sous-sol semi-enterré et le bailleur souhaitait rajouter 2 étages en structure bois. Donc, on a une augmentation de la descente de charge de 29% sous les fondations filantes, autant pour moi, 40% sous les semelles isolées. Les solutions traditionnelles, c'était soit on fait une reprise en soudure par micro-pieux, ou bien il faut élargir les fondations. Ça, c'est plus cher de 2 à 3 fois par rapport à la solution d'injection de résine, et les délais d'exécution sont aussi 2 à 3 fois plus longs, autant pour moi. Et donc le CCTP, on devait traiter jusqu'à 5 mètres max, avec des taux d'amélioration de 29 à 40%. Initialement, on avait une pression limite de 0,22 voire 0,45 dans certaines zones, et on visait 0,55 au niveau des semelles filantes et 0,82 ou 83 mégapascal en pression limite au niveau des semelles isolées. Donc, on avait des injections tous les 60 cm. Mine de rien, on en avait plus de 360 points d'injection qui ont été faits, ce qui représente peut-être, donc, parce que là, dans cette zone-là, on avait 80 mètres linéaires de fondation. Dans l'autre zone à droite, on en avait 79, presque 80, et pas mal de massifs centraux autant pour moi, et qui reprenaient aussi pas mal de charges. Donc ça, c'est un autre projet. Et si vous voyez ce qu'on a obtenu initialement, c'était les pénétrogrammes en bleu. Avant injection, après injection, c'est ce qui est en orange, on peut dire, ou je suis très nul en couleur. Et l'objectif, c'est les 6.3. Pareil aussi, ça on le voit. Donc, on voit tout le temps que le trait vertical qui est l'objectif défini, on le dépasse largement en termes de QD. Je l'avais dit tout à l'heure, c'est ça, on était sur une voie SNCF, pas une voie, mais bon, une gare SNCF où il y a des abris de quai. Ces abris sont construits comme ça, donc c'est des murs en L et on a remblayé pour aménager un abri. Malheureusement, je pense qu'il y a eu pas mal de poussées des terres dues au remblai qu'on a de l'autre côté et qui commencent à pousser sur les murs, entraînant les désordres, parce que là, on a des fissures qui ont été colmatées, là, on a une fissure horizontale. Donc, la solution qui a été vue, c'était, au lieu de démolir tout, l'idée, c'était plutôt de diminuer la poussée en augmentant la cohésion, tout en sachant que dans les remblais, on avait zéro, parce que c'était des remblais purement sableux, on avait 0 de cohésion, l'angle de frottement était de 25, et l'objectif, c'était de booster la cohésion jusqu'à 40 kPa. Donc, on y est arrivé avec 10 kg de résine par mètre cube de terrain traité. Donc, ça, c'est les points d'injection au niveau des 2 abris, parce qu'on en a, celui qu'on a vu en photo, c'est celui-là, mais bon, on a un autre plus grand de l'autre côté, donc, avec une hauteur de remblai de 3 mètres à peu près. Un autre projet aussi, ça donne juste une idée parce qu'on est ici sur un môle avec une particularité, donc on est frontal à l'océan Atlantique. On peut se poser la question, est-ce que la résine peut polymériser au contact avec le sol? Si, avec l'eau, autant pour moi, le cas typique est là. Ici, on est dans le 85, donc en Vendée, on est sur le front de l'océan Atlantique. Donc, on a un môle qui est en avancée dans la mer, qui a été construit avec, on peut dire, des murs en proie qui font comme ça.
Et derrière, on a remblé en partie centrale pour aménager la plateforme du môle. On devait traiter toute la hauteur des remblais, donc jusqu'à 5 mètres par rapport au niveau de l'associé. Et vu que les murs maçonnés là, c'était des murs poids, il fallait aussi le suivre parce que parce qu'on va injecter, mine de rien, on avait plus de 1300 points de forage, on injecte toute la surface. Alors, certainement, l'expansion de la résine va venir créer des poussées sur les murs en poids. Donc, il fallait aussi contrôler ces murs pour ne pas avoir des déformations excessives qui sont, on peut dire, préjudiciables à l'ouvrage. Donc, ça donne ça. Si vous voyez, tout ça, c'est les points d'injection, ce qu'on voit. Tout ça, c'est les points d'injection. Et en plus de ça, ça a une importance parce que on avait déjà la coupe, elle est là, mais donc on a les murs poids de part et d'autre du remblai qui constitue aujourd'hui la plateforme du moule. Et ça a été déjà rempiété parce que ce qu'on appelle la première darse a été déjà rempiété parce qu'il y a un aménagement qui a été fait. J'ai oublié de dire que le moule a été construit dans les années 50 quand il y a eu un boom sur l'activité de pêche dans les zones côtières. Il y a eu des aménagements qui ont été des réhabilitations qui ont été faites en 1976, surtout au niveau de cette darse-là pour créer un rempiètement parce qu'on voulait accueillir des bateaux beaucoup plus grands, donc il fallait avoir des hauteurs d'eau ou bien des tirants d'eau, je ne sais pas le terme, plus haute pour accueillir ces gros bateaux. Donc il y avait un aménagement qui a été fait au niveau de cette partie-là avec un rempiètement et un contre-voile en béton armé qui a été ancré par des tirants, c'est ce qu'on voit ici. Par contre, au niveau de un bloc maçonné commençait à s'effriter un peu, surtout au fait que les joints commençaient à se perdre. Donc, il y avait aussi une régénération de maçonnerie qui a été prévue par une résine moins expansive qui crée moins de dégâts et moins de pression d'expansion dans ces maçonneries, mais qui redonnait une cohésion totale à l'ensemble pour le fonctionnement général. Donc ça donne une histogramme qu'on a eu. Donc avant c'est jaune, après c'est rouge. On voit nettement qu'il y a eu des améliorations, parfois des améliorations notables, parfois oui, on peut dire moins coloré, mais bon, il y a eu des améliorations, mine de rien. Et pour finir, c'est l'ouvrage que je disais qui a été rédigé par 2 professeurs de l'école polytechnique de Turin. Ça s'appelle Amélioration des sols par injection de résine expansive. Un guide de conception. C'est un très bon livre pour ceux qui sont intéressés. Et je pense que ça coûte pas cher. Désolé, j'ai été long, mais bon, je pense que ça a été nécessaire. Et moi, je suis encore disponible pour vous. Et n'hésitez pas. Donc, je rappelle que moi et Ahmad, on était dans la même classe, du moins de l'école primaire, hein, jusqu'à la première. Donc c'est comme ça qu'il a créé dans une autre école pour faire la classe de terminale. C'est ça. Et par le hasard, donc, on s'est retrouvés à faire le même métier. Donc, ce que j'aime le plus, moi aussi, les interactions sur le structure. Donc, lui aussi, il est fort dans ça. Donc, ça, c'était une petite anecdote que je voulais raconter, histoire de remercier encore à mon nom et au nom du réseau des ingénieurs géotechniciens du Sénégal. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre quelques questions. Donc, il est 18h44 et on devait s'arrêter à 19h. Donc, je vais prendre quelques questions. S'il y a des personnes qui veulent poser des questions à Ahmad par rapport à ce sujet, donc, vous pouvez activer votre micro. Ou sinon, vous levez la main. Je vous donne la parole. Vous posez la bien présentation. Ça a été intéressant, vraiment. En fait, ma question, c'est d'abord un constat. Je ne sais pas si c'est le cas ou bien c'est par rapport juste à la présentation. Est-ce que votre méthode, c'est juste, je ne sais pas, curative
peut-être le terme est un peu qui merci. Je veux dire que est-ce que vous intervenez jusque lorsque vous trouvez peut-être un bâtiment qui est peut-être en situation de problème, ou bien votre méthode est capable peut-être dans un projet, peut-être de construction d'un immeuble ou bien d'une route, d'intervenir lors de comment on appelle, la mise en place de la fondation ou bien la concession de la fondation. Je ne sais pas si vous avez compris ma question. Si, je comprends très bien. C'est-à-dire, si elle est plutôt curative, oui, aujourd'hui... Voilà, si elle est seulement curative ou bien elle peut intervenir dès le début d'un projet. Je ne sais pas. Oui, non, mais je comprends très bien ce que vous dites. Voilà, maintenant, ma deuxième question. Oui, allez-y. Ma deuxième question, votre méthode d'amélioration des sols, vous pensez qu'on peut le classer dans quelle famille peut-être dans les géosynthétiques ou bien, je ne sais pas, quelque part comme ça. Peut-être si vous pouvez revenir là-dessus. Je ne sais pas si ma question a été claire. Oui, c'est très clair. Ouais, pour répondre à la première, c'est vrai qu'on l'utilise beaucoup plus dans de l'existant. Après, on peut l'utiliser peut-être sur du neuf. Après, je vois pas l'intérêt parce que dans la mesure où le géotechnicien a bien fait son travail pour déjà faire l'étude de sol, donner une bonne contrainte. Donc, il y a que derrière le bureau d'études de structure qui doit utiliser cette bonne contrainte pour définir les bonnes semelles ou bien les bonnes dimensions de semelles ou bien voilà, pour avoir une stabilité de l'ouvrage et une durabilité de l'ouvrage. L'intérêt de ce procédé, je pense qu'il est plus curatif que préventif. Ça, je ne vous le cache pas, parce que la solution n'est pas invasive d'une certaine manière et vous voyez nettement comment il est mis en œuvre. Sa mise en œuvre est très facile et ça ne demande pas des moyens énormes. Je ne sais pas si vous avez eu à voir des travaux de reprise en sous-œuvre par micropieux d'une maison existante, mais c'est un autre délire. C'est-à-dire si rien qu'une simple maison individuelle, si on doit le reprendre en sous-œuvre, généralement, la personne qui y habite a l'obligation, ne peut pas y vivre et elle va obligatoirement déménager. Contrairement à ce procédé qu'on peut faire en présence la maison peut continuer à être exploitée sans problème. Et c'est pareil, comme je le dis, il y a cet intérêt du fait qu'elle est moins invasive, ça se fait très rapidement et d'autre part, ça coûte moins cher que les solutions traditionnelles. Donc, son utilisation a beaucoup plus d'intérêt dans la réparation sur de l'existant que sur du neuf. Donc ça, c'est pour répondre à votre première question. La deuxième question, est-ce qu'on peut le... Non, c'est pas... Ce qu'il faut savoir, c'est pas un produit industrialisé c'est pas un produit fini. C'est-à-dire, on a la matière première, c'est la résine qui est composée de deux produits, de deux composants, le composant A, ce qu'on appelle le polyol, le composant B, l'isocyanate, qui arrive sur chantier non mélangé. Le mélange va se faire sur chantier. Et c'est ce que vous avez géosynthétique. Non, c'est pas des géosynthétiques. C'est des produits issus du pétrole chimique qu'on va mélanger sur place et qui vont réagir pour donner ce qu'on appelle cette réaction de polymérisation. Et derrière, créer le phénomène qu'on sait, ça s'expose, ça crée une contrainte, ça va aller pousser les terrains pour les confiner davantage, tout ça, améliorer leur portance ou bien, dans le cas contraire, décharger. Mais c'est pas un produit fini tel que les géosynthétiques, par exemple, qu'on utilise sous les saucés. Si on veut augmenter la portance ou bien si on veut diminuer les caractéristiques dimensionnelles de la structure de saucé, ou bien qu'on peut utiliser dans tout ce qui est stabilité de talus. Non, c'est pas ça. C'est pas des produits finis manufacturés qu'on va venir poser directement. Non, c'est des produits
en liquide qui sont pas mélangés que sur le chantier. Et derrière, c'est du liquide. Je pense que si vous voulez voir vraiment qu'est-ce que ça donne, allez regarder sur YouTube. On va vous donner une idée de comment ça se représente. Mais bon, c'est pas dans cette même si ça, les géosynthétiques, je pense que le produit de base est issu du pétrole. Oui, je suis d'accord. Peut-être. Mais bon, c'est des produits qui sont manufacturés, qui ont été traités pour donner un produit fini qu'on vient poser directement sur un chantier contrairement à celui-là. Ici, il y a une mise en œuvre qui est bien détaillée. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ok, donc on enchaîne. Eloi, vous pouvez prendre et donner vos questions ou la question. Alors, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Au fait, moi, je tiens vraiment à remercier Monsieur Thiam, à le féliciter pour ce partage de retour d'expérience. En tant que tel, c'est un retour d'expérience, hein, c'est quelque chose qu'il a vécu sur le terrain. Voilà, c'est pas que c'est de la théorie, bon, c'est quelque chose qui a été fait réellement et puis bon, c'est vraiment du concret. Donc, je tenais beaucoup à le remercier, à le féliciter pour ça. Et c'est comme il a si bien dit, hein, donc en traitement des fondations, des sols de fondation, vous avez plusieurs méthodes. Bon, c'est vrai qu'il y a un prédécesseur qui a demandé dans quel cas vous les classez, mais bon, si on essaie de voir, par exemple, vous avez le traitement des fondations profondes, par exemple les injections de compactage, vous avez aussi les injections d'étanchéité, les drains verticaux, donc vous avez tout ça. Mais ce qu'il a eu à préciser, c'est on fait bien sûr l'injection de résine pour réparer quelque chose. Voilà, c'est pas que vous avez un nouveau projet et puis directement vous venez, vous allez faire l'injection de résine. Donc vous avez, on a directement le constat et généralement ces constats, bon, ce sont les fissures puisque bon, nos ouvrages ne sont pas élastiques, ils sont plastiques. Donc, ça présente des fissures et pour pouvoir remédier à ces fissures-là, il faut pouvoir faire ces injections. Alors, les injections de résine, donc, vous voyez le matériel qu'ils ont apporté, c'est pas des grues, c'est pas des chargeurs, donc c'est plutôt des matériels qui peuvent facilement accéder dans des zones contiguës et puis pouvoir traiter le problème. Donc, je pense que ça, c'est vraiment très, très, très intéressant. Alors, la question que je voulais poser à M. Thiam, c'était de savoir quelle était la profondeur des argiles sur lesquelles les traitements ont été faits. Parce que je me dis que peut-être que c'était un sol quand même avec une certaine stratigraphie. Et donc, quelle est la profondeur des argiles sur lesquels ils ont fait le traitement. Bon, c'est vrai que ce qu'il avait à présenter est tellement intéressant qu'il n'a pas eu peut-être le temps de... enfin, je me dis qu'il n'a pas eu le temps de terminer parce que le thème en tant que tel, amélioration et ou le traitement des sols par injection de résine extensive, solution innovante à tropicaliser. C'est vrai que bon, il a trouvé que la température de 30 degrés, bon, ça pouvait correspondre directement bon, à nos pays tropicaux. Alors bon, je m'attendais à voir que bon, il allait peut-être donner aussi un retour d'expérience sur le Sénégal, là. Ou bien comme il dit, c'est à tropicaliser. Bon, donc c'est une question qui est ouverte que bon, tout un chacun pourra prendre pour pouvoir essayer de voir dans son pays comment il pourra l'appliquer. Voilà, donc c'est ça que bon, j'avais à donner comme observation aussi pour question. Mais sincèrement, je tiens beaucoup à le remercier, à le féliciter pour avoir accepté de donner des exemples concrets. Voilà, et c'est du vécu. C'est pas que bon, il est parti prendre ça dans un document et puis venir. C'est du vécu. Donc il le transmet avec bien sûr une certaine passion. C'est ça qui a fait d'ailleurs que ça a été long. Moi, je l'ai compris, hein, parce que c'est quelque chose qu'il a vécu. Donc il ne veut pas sauter une étape pour permettre à tout et chacun de bien comprendre. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Thiam.
Bon, de rien, c'est avec plaisir, mais bon, c'est normal. Pour répondre, je pense que c'est pas une question, mais bon, c'est une remarque qui est très pertinente, je pense, qui est très, très pertinente même. Oui, à tropicaliser, dans la mesure où, moi, je pense qu'on a ces problématiques, hein, des argiles gonflantes, des maisons ou bien des bâtiments qui fissurent à Diamniadio. Peut-être Bembey pourra confirmer ça, mais bon, je pense que ça existe. Des voiries ou bien des sociétés qui fissurent ou bien qui s'affaissent, ça, on l'a. Je pense qu'on l'a un peu partout en Afrique. Donc, au lieu de venir décaper tout, refaire la structure de société qui peut coûter plus cher, peut-être, on peut venir injecter, traiter ces sols-là et peut-être refaire que l'enrober. Voilà, au lieu de faire toute cette structure de société. L'idée, c'était plutôt ça, c'était de montrer qu'aujourd'hui, il y a des possibilités, il y a des solutions innovantes qui peut-être sont moins connues en Afrique. J'ai pas écho d'un chantier de résine qui a été fait en Afrique, personnellement, mais c'est des choses qui peuvent être, voilà, on peut dire, importées chez nous pour au moins traiter ces problématiques qui aujourd'hui touchent nos ouvrages. Je peux en donner énormément d'exemples. L'affaissement, par exemple, qu'on a eu à Ngor, probablement, oui, à un certain moment, on pouvait voir qu'est-ce qui est possible pour redonner voilà, une bonne assise à ce bâtiment qui a subi cet affaissement. Et tant d'autres explications possibles. Je pense qu'on fait tous peut-être des surélévations, ou bien on voit faire des surélévations, soit à Dakar, à Yaoundé, à Abidjan, je ne sais pas, voilà, à Cotonou, ça arrive. Au lieu de venir voilà, redéfinir les solutions traditionnelles, c'est une solution qui peut être appliquée. C'était ça l'idée de dire une solution à tropicaliser, à importer chez nous. Et je pense que les compétences, voilà. L'idée c'était plutôt de sensibiliser. Après, libre à chacun qui souhaiterait avoir beaucoup plus d'informations là-dessus. C'est pourquoi j'ai donné la référence de ce livre qui aujourd'hui est le seul livre élaboré avec toute la théorie, avec des cas concrets sur le procédé. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et c'est FNAC, non? FNAC, on peut l'avoir, ou bien c'est Amazon aussi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout. Il y avait un autre truc ou pas? Oui, la profondeur des argiles. Des argiles, oui. Le procédé aujourd'hui, la limite d'application du procédé en termes de profondeur, c'est 8 mètres. Ok, d'accord. Sur les cas qu'on a eu à voir, c'était soit, si vous voyez, parce que sur la vidéo, on avait 3 niveaux. Donc, c'était un traitement jusqu'à 3 mètres, généralement. Sur, par exemple, le môle qu'on a eu à voir au niveau de comment il s'appelle, au niveau du j'ai oublié comment ça se dit, de l'église, non? Non, je parle du môle au niveau de, ça me reviendra, c'est-à-dire au bord de l'Atlantique là. Ça, on descendait jusqu'à 5 mètres. L'église, on descendait jusqu'à 5 mètres aussi. Ah oui, d'accord. Okay. Donc ça peut, mais bon, la limite d'application, c'est 8 mètres. Ça, je sais, oui, que c'est 8 mètres. Bon, mais bon, comme c'est un retour d'expérience, je voulais savoir qu'est-ce que vous avez, à quelle profondeur vous êtes descendu. Voilà. Je vous remercie, M. Thiam. Je vous en prie. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais donner la parole peut-être à Chérif Maloum ou à Modou Sarr. Donc, pour le dernier mot du réseau des ingénieurs géotechniciens du Sénégal, avant de donner la parole à Amat pour qu'il donne ses derniers mots. Merci. Donc, Chérif ou Modou, ou le président, s'il est là, donc, vous pouvez prendre la parole. Chérif Maloum.
Bon, je crois que comme Modou est là en tant que président, donc je lui passe le relais, quoi. D'accord, Modou, donc vous avez la parole, vous allez prendre la parole pour le réseau des ingénieurs. Bonjour tout le monde. Doyen, et je pense que vous pouvez remercier notre collaborateur, hein, Amat. Bon, peut-être je ne vais pas recouper le micro sans pour autant lui passer mes remerciements, parce que c'est pas facile donc de prendre ton temps pour vraiment passer ces moments donc d'importance capitale et de partager surtout une technologie très innovante qui peut régler pas mal de problématiques géotechniques. Donc, j'en profite aussi pour donner mon petit mot de merci beaucoup, mais je vais vraiment laisser l'honneur à Chérif, le secrétaire donc, du réseau des ingénieurs géotechniciens, pour vraiment faire le mot. Merci à tous. Merci beaucoup, Modou. Donc, merci pour cet honneur. En tout cas, je crois qu'on ne pourra jamais remercier assez M. Thiam donc pour son engagement et pour l'honneur qu'il nous a fait d'avoir animé ce webinaire, donc, qui est d'une importance capitale vraiment pour nous, géotechniciens, et pour les autres acteurs également du domaine. En tout cas, nous tenons vraiment à le remercier, vu son engagement, vu la qualité de la présentation et du thème qui a été présenté ici, donc en période de week-end, donc où il devait peut-être se concentrer sur d'autres activités ou bien sur sa famille. Donc, il a voulu tant bien que mal nous bénéficier de ses expériences. Donc, sur cette nouvelle technologie, donc on peut considérer ça comme une nouvelle technologie du moment que nous, de notre côté, au niveau du Sénégal, on n'a pas encore commencé à mettre en œuvre cette technique d'amélioration des sols de fondation. En tout cas, M. Thiam, donc au nom du réseau des ingénieurs géotechniciens, donc en tout cas, nous vous remercions et saluons vraiment votre engagement, votre démarche purement scientifique, donc pour la réussite de cette activité. Et on espère bien que ça ne sera pas la dernière. Donc, vu que c'est un domaine immensément vaste, donc dans lequel on pourra vraiment échanger sur d'autres aspects. Et vous avez tantôt soulevé les problèmes des marnes argileuses ou bien des argiles de Diamniadio. Donc, je crois qu'ils pourront faire l'objet également d'un autre webinaire dans les prochains jours, Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup, M. Thiam, donc pour la brillante exposé, et nous vous en remercions du fond du cœur. Merci vraiment. Donc, vous pouvez donner la parole à... Bon, moi, je pense que merci à vous, de m'avoir invité. Moi, c'est à moi de vous remercier. Après, je pense que c'est juste, je pouvais pas refuser. Bambé l'a dit, on est des amis d'enfance, on se connaît depuis qu'on était petits, on a fait la CI ensemble jusqu'à la première au lycée. Donc, c'est par la force de la nature ou bien de notre destin que je suis parti pour faire ma terminale dans une autre ville, mais bon. Même à l'université, voilà, on se voyait. Donc, c'est un ami proche. Je pouvais pas refuser. Ça, c'est du point de vue personnel. D'autre part aussi, moi, je pense que malgré qu'on soit très loin du pays, on reste et on sera toujours des Sénégalais et des Africains. Donc, si on a la possibilité de partager le minimum qu'on a comme peut-être expérience, c'est pas parce que non, on est des hommes de l'art, c'est juste on a vécu des choses et voilà, si on a la possibilité de le partager, c'est toujours avec plaisir.
Et moi, je me rendrai toujours disponible. Je pense qu'il y a tant d'autres aussi personnes sénégalaises ou bien africaines qui sont ici dans la diaspora, qui ont cette vocation, qui pensent énormément au pays, au continent. Et on reste convaincu que tant qu'on doit transmettre, on le fera gratuitement parce que c'est ça notre rôle, c'est ça notre participation. Voilà, pour faire éclore, on peut dire, cette lumière qui est la connaissance, le savoir, et ça sera pour autant, je pense que j'ai présenté, mais comme on dit, la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Et c'est toujours avec autant de plaisir si je peux partager une certaine chose. Et merci encore une fois à tout le monde, donc ceux qui sont là, ceux qui ont voulu participer et qui n'ont pas pu, c'est toujours avec plaisir. Je reste disponible. Bambe peut vous donner, moi je suis très actif sur LinkedIn. Donc vous pouvez, si je peux, aider par des documentations, par des éléments qui peuvent vous aider soit dans les études, soit dans votre expérience professionnelle. Peut-être j'ai des documents qui peuvent servir. N'hésitez pas, écrivez-moi sur Link. Je prendrai le temps de partager ce que je peux et ce que j'ai à ma disposition avec beaucoup de plaisir. Et merci encore une fois à tout le monde. Merci encore une fois. Donc, merci à tout le monde. Donc, on se dit à la prochaine, Inch'Allah, pour un autre webinaire. Merci.